Le Quai d'Orsay a reçu il y a 2 jours lettres et photos de Jacqueline Valente, un émissaire de Roland Dumas, les porte aux époux Métral en grève de la faim à Lyon pour qu'on n'oublie pas leur otage et leur sœur. Améliorer la vie quotidienne d'un Français sur 5, faire de Paris la première capitale d'Europe, ce sont les ambitions de Michel Rocard pour la région Île-de-France. Le Premier ministre qui se veut le chef de ce chantier est l'invité de ce journal. La sécheresse de l'été 89, nouveau rationnement de l'eau dans l'Aude, horaire modifié pour cause de chaleur à Quimper, inquiétude et appel à l'aide des paysans dans le Grand Sud-Ouest. Sublime, extraordinaire, merveilleux, on s'est exclamé aujourd'hui en regardant défiler les modèles 89-90 de Saint-Laurent. Il y a des formes nouvelles, mais l'image de marque est inchangée. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 10 juin dernier, Jacqueline Valente, l'une des otages du groupe terroriste Abou Nidal, enlevée en Méditerranée en novembre 87, a écrit 3 lettres à ses parents en France. Le Quai d'Orsay dit avoir reçu ces lettres il y a 2 jours. Un émissaire de Roland Dumas les a portées à Madame Marie et André Métral, la sœur et le beau-frère de Madame Valente, en grève de la faim depuis 16 jours à Lyon, pour réclamer une action plus vigoureuse du gouvernement dans cette affaire d'otages. À Lyon, pour Antenne 2, Éric Perrin, Thierry Monnier. 2 photos de Jacqueline Valente, une lettre écrite de sa propre main. André et Anne-Marie Métral n'ont pas eu à se déplacer à Paris pour en prendre possession. Dans cette lettre datée du 10 juin, Jacqueline Valente confirme la naissance d'un 2e enfant en captivité, un petit garçon de 4 mois. Ce matin, Jean-Paul Kaufmann était venu apporter son soutien et c'est sans doute cette visite qui a poussé Jacques Andréani, messager de Roland Dumas, à se déplacer à Lyon pour affirmer la volonté d'agir du gouvernement. Le gouvernement français a cette volonté politique et il le démontre en maintenant par des voies discrètes, indirectes, des contacts qui sont d'ailleurs les contacts eux-mêmes qui ont permis l'acheminement de ces lettres et de ces photographies. André et Anne-Marie Métral, qui en sont à leur 16e jour de grève de la faim, ont annoncé qu'ils continuaient leur mouvement malgré un long entretien de 45 minutes avec M. Andréani. De son discours, nous n'en sommes pas satisfaits. C'est pour ça que quand il nous a proposé une conférence de presse à Paris, publique avec Roland Dumas, si Roland Dumas est d'accord, ça sera un point où on pourra cesser notre grève de la faim. Les époux Métral attendent maintenant une réponse de Roland Dumas. Ce soir, Jacques Andréani est parti apporter ces mêmes lettres aux parents de Jacqueline Valente. Michel Rocard, bonsoir. Vous êtes l'invité de ce journal. Nous allons évoquer avec vous dans un instant les grands chantiers à mettre en œuvre en Île-de-France pour moderniser cette région. Mais j'aimerais immédiatement avoir votre réaction sur cette affaire Valente et sur cette mollesse dont on accuse parfois le gouvernement. C'est l'un des responsables les plus élevés de notre diplomatie. Le directeur du cabinet du ministre qui vient de faire voyage à Lyon pour remettre les lettres que nos services avaient reçues aux frères et à la sœur. Et à la sœur et au beau-frère de Madame Valente. On n'est pas en situation de responsabilité publique sans beaucoup réfléchir à ces problèmes. Je veux dire ici d'abord que les services français font leur métier, la preuve. La relation est établie. Il y a une autre preuve. Les 2 filles de Madame Valente sont entrées en France. Je crois qu'il faut qu'on sache que des volontés extérieures à celles du gouvernement de la France, mais pour se faire valoir, ont failli à 2 reprises en moins de 2 jours faire échouer le retour des 2 filles de Madame Valente. J'ai sur ces questions une certitude. Le travail sérieux se fait dans la discrétion. Je n'en parlerai donc pas, mais qu'on ne s'imagine pas que le gouvernement français oublie qu'une fille de France est encore retenue. La négociation continue. Monsieur le Premier ministre, nous vous retrouvons dans un instant pour parler de l'Île-de-France. On parlera sans doute dans les annales de la sécheresse de l'été 89. Chaque jour, quelques informations qui l'illustrent. À Quimper, par exemple, des entreprises font commencer leurs salariés plus tôt à cause de la chaleur. À Maubeuge, dans le Nord, 5000 poulets d'élevage industriel meurent asphyxiés. La cause est la même. Dans l'Aude, le préfet limite l'utilisation de l'eau. Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, qui met en place un détachement opérationnel permanent de la sécurité civile dans le Sud-Ouest,
pour éviter une reprise des incendies. C'est dans cette région du Grand Sud-Ouest que la situation est la plus difficile. Il y a deux mots dans la bouche des agriculteurs, médiocre pour les récoltes et nous avons besoin d'aide. Reportage de nos envoyés spéciaux Christophe Marté et Vincent Maillard. Quand les brebis partent à l'assaut des prés, c'est pour y trouver ceci. Une terre aride qui ne donne plus rien. Sur la montagne Noire, dans la région de Toulouse, il n'a pas plu depuis le mois d'avril. Voilà ce qu'est la terre. Et vous pouvez descendre avec une pelle mécanique à 1 mètre de profondeur, c'est exactement la même chose. Dans cet élevage, la ration de fourrage a dû être diminuée de moitié à cause des mauvaises récoltes. Les vaches lèchent de la mélasse pour avoir un peu de sucre. Pour les éleveurs, seule solution, acheter le fourrage manquant. Il est par conséquent absolument impératif que les mesures qui avaient été prises en 1986, tant pour l'aide au transport des fourrages que pour les approvisionnements en orge détaxés, soient reconduites. Sinon, je pense que la plupart des éleveurs du secteur, et moi en particulier, nous ne nous en relèverons pas. Les agriculteurs et les 120 000 habitants du secteur dépendent de ces réserves d'eau. Elles ont déjà diminué de moitié. Alors l'irrigation a été stoppée sur de nombreuses parcelles. Résultat, des récoltes de juillet plus que médiocres, après 4 années difficiles pour les céréaliers qui attendent toujours les indemnités de 1988. Et ce que nous demandons donc, c'est que ces mesures soient prises effectivement, que les paiements soient faits, et que d'autre part, il y ait un plan d'urgence qui soit établi, car nous allons avoir pas mal d'agriculteurs qui seront en cessation de paiement. La ville rose n'échappe pas à la sécheresse. De mémoire de Toulousain, on n'avait jamais vu la Garonne aussi basse. Quotidiennement, on surveille les taux de rejet et notamment d'ammoniac, car plus le débit est faible, plus le risque est grand d'une concentration excessive de produits nocifs. En amont de la ville, l'usine de la Grande Prairie. Ici, on fabrique des engrais. L'entreprise a besoin de beaucoup d'eau pour refroidir ses installations. Et si le niveau de la Garonne continue de baisser, on n'exclut pas un arrêt de l'activité. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on arrête des ateliers ici? À ma connaissance, les débits de Garonne et la qualité de l'eau sortant de l'usine n'ont jamais amené à prendre de pareilles décisions sur cette plateforme. Vous pensez qu'on pourrait y arriver cette année? Je ne suis pas météorologue, mais enfin, il semble bien que d'ici à octobre, on envisage guère d'amélioration de la situation. L'été de la sécheresse en Haute-Garonne pourrait avoir des répercussions sur l'activité industrielle en octobre, quand le débit de la rivière est traditionnellement le plus faible. Mais déjà, la ville a perdu un de ses symboles, le canal du Midi est fermé depuis le 10 juillet. Catastrophe écologique au Canada, des incendies ont déjà ravagé 1,5 million d'hectares de forêt. Ramené à l'échelle française, c'est plus du 10e du parc forestier national. C'est la province du Manitoba qui est la plus durement touchée au Canada et l'état d'urgence y a été décrété il y a plus de 3 jours. Des masques anti-pollution ont été distribués aux riverains des zones sinistrées. 21 000 personnes ont dû être déplacées. À Toulon, une femme de 38 ans est dans le coma depuis 3 mois. Attirée par une petite annonce, elle avait tenté une opération dite de liposuction pour maigrir. Ni le praticien, ni les locaux n'auraient présenté les garanties suffisantes. Il y aurait bavure médicale. Patrice Velay, Frédéric Basile. Une lutte contre la mort à l'hôpital de Marseille, 3 mois dans le coma. Catherine Esvan aurait voulu être belle pour le mariage de sa fille. Alors, elle pousse la porte de ce centre esthétique de Toulon. Tout de suite, on lui propose une opération de liposuction, aspiration des graisses. En une journée, pour 10 000 francs, réussite garantie, et pourtant. Il n'y a pas eu de liposuction, puisque ça s'est arrêté manifestement, d'après ce que nous savons, au stade de la préparatoire, c'est-à-dire de l'anesthésie. Il est impossible maintenant aux neurochirurgiens qui la suivent de prévoir ce qu'il restera comme séquelles. Une opération proposée à Catherine par le centre esthétique AMV, un acte médical réalisé par un médecin. AMV géré par une association, derrière elle se cache le docteur Laurent. Son cabinet, au fond, à droite, dans un garage. Pas de communication entre les bâtiments, le respect de la loi est sauf, mais l'éthique médicale malmenée. Il y a un flou artistique entre ce qui va être de la véritable compétence du chirurgien esthétique et puis le reste. Et qui peut faire la police? La police, en principe, chaque médecin peut faire ce
qu'il juge bon de faire, puisque le titre de docteur en médecine donne l'omnivalence. On peut tout faire. Tout faire, mais dans les limites de ses compétences. Pas de loi en la matière. Le docteur Laurent, membre du Conseil de l'Ordre du Var, a sans doute oublié de montrer l'exemple. Alors justement, docteur Flézaquier, plusieurs choses à dire sur ce qui sera peut-être une bavure médicale. La chirurgie esthétique est une discipline à part entière qui n'est pas forcément à vendre dans les petites annonces. Ceux qui la pratiquent doivent être diplômés. Ils doivent être diplômés et puis surtout, on voit avec cet exemple qu'il n'y a pas d'opération légère et qu'il n'y a surtout pas d'anesthésie légère, quel que soit le type d'intervention chirurgicale, quel que soit le type d'anesthésie locale ou générale. Ces gestes doivent être le fait de praticiens dûment qualifiés et qui exercent leur art dans un environnement parfaitement approprié. Or, on assiste actuellement à de graves bavures non pas au sens de mort de malade, mais bavures dans le comportement de malades, de médecins, de dérives, de véritables dérives dangereuses, puisque de plus en plus, des praticiens sont amenés à pratiquer des actes pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Alors, il ne s'agit pas d'exercice illégal de la médecine, il s'agit d'exercice dévoyé de la médecine. Ces médecins sont docteurs en médecine, on l'a dit, mais ils font des gestes pour lesquels ils n'ont pas la compétence reconnue, pour lesquels ils n'ont pas reçu de formation reconnue, et surtout, ils pratiquent ces gestes en s'attribuant des titres qui n'existent pas. Et c'est vrai dans tout ce qui tourne en particulier autour de la chirurgie esthétique, de la beauté, où l'on voit à côté de qualifications bien établies des titres tout à fait fantaisistes. Que faut-il faire et qui peut faire quoi? Bien, ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est l'ordre des médecins et puis c'est bien évidemment les autorités sanitaires qui doivent se pencher sur le dossier et surtout faire cesser cette mansuétude qu'on constate actuellement à l'égard de pratiques qui vont à l'encontre des règles qui régissent l'exercice médical. Des pratiques anormales, des pratiques mercantiles où par essence, bien sûr, les intérêts, les considérations financières l'emportent à chaque fois sur la sécurité la plus élémentaire qui est due aux patients. Jean-Daniel Flézaquier, je vous remercie. Une dernière minute à l'instant, et nous allons d'ailleurs y revenir avec le Premier ministre. Le Conseil constitutionnel vient de rejeter le recours contre le projet de loi créant une présidence commune Antenne 2 FR3. Il y aura donc dans les semaines qui viennent un président commun au service public, c'est-à-dire à Antenne 2 et FR3. Parlons également de la région parisienne. C'est 10 millions d'habitants, un Français sur 5, c'est 8 départements où est produit près du quart de la richesse du pays. La région parisienne, c'est aussi 320 000 logements sans confort et 20 000 sans eau courante, ou encore 450 000 heures perdues chaque année dans les embouteillages. Le dernier plan d'aménagement de l'Île-de-France remonte à 1976. 13 ans après, le gouvernement Rocard rouvre le dossier Île-de-France. Le Premier ministre a présenté ce matin en Conseil des ministres les intentions du gouvernement pour améliorer la vie d'un Français sur 5. Olivier Lerner. 10 millions d'habitants souvent coincés dans les embouteillages, piétinés dans les transports en commun, préoccupés par la pénurie de logements, un grand chantier de modernisation de la région parisienne s'imposait. Il se profile désormais à l'horizon avec déjà quelques mesures immédiates. La première d'entre elles concerne l'habitat. Un décret publié ces prochains jours portera un coup d'arrêt aux hausses excessives de loyers. Et fin septembre, Michel Delbarre, mobilisé pour l'occasion, devrait annoncer une forte accélération de la construction de logements sociaux. De plus, pour remédier au déséquilibre des ressources fiscales entre les 1300 communes de la région parisienne, les ministres de l'Intérieur et de l'Économie proposeront au plus tard dans 2 mois la création d'un fonds régional d'aménagement ou encore une taxe sur les bureaux existants, mais là, rien n'est encore arrêté. Comment faire vite sans froisser personne? L'État, la région, le département, acteurs publics ou privés, urbanistes, architectes, tous sont désormais invités à mettre la main à la pâte. Un groupe de travail sera chargé de livrer clé en main un livre blanc à Michel Rocard fin 89 et 1 an plus tard, après diagnostic, une véritable structure de commandement de la région parisienne devrait voir le jour après approbation du gouvernement et vote du Parlement. Michel Rocard entend faire de Paris la première des capitales européennes, mais pour ce faire, il devra trouver la clé pour renforcer la solidarité entre les communes de la mégalopole parisienne, et ce ne sera pas une mince affaire. Et on notera une première réaction à ce plan, caractère flou et imprécis, c'est ce que dit le président RPR du Conseil régional d'Île-de-France, M. Krieg. Monsieur le Premier ministre, on a donc vu vos ambitions pour l'Île-de-France. Vous précisez que vous allez diriger personnellement ce grand chantier. Le gouvernement et l'État apparaissent en l'occurrence en première ligne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de reléguer la région, les départements et les communes au second plan, bref, de ne pas être très décentralisateur? Au contraire. Au contraire. Mais d'abord, de quoi il s'agit? Nous sommes 10 millions à vivre là.
vous, moi, 10 millions. Et 10 millions qui n'y vivent pas bien. Il doit y en avoir 500 000 aisés, qui ont eu la possibilité d'habiter pas très loin de leur lieu de travail, et 9 millions et demi qui ont peur de l'insécurité, qui passent dans les transports en commun ou dans les encombrements des délais infernaux, qui vivent dans des villes dortoirs, de plus en plus mal desservies sur le plan scolaire ou sanitaire. Je suis maire en banlieue ouest, à Conflans. Il doit y avoir près de la moitié des habitants de ma ville qui ont plus d'1 heure et demie de transport par jour, aller-retour, pour aller à leur lieu de travail, et quelques-uns beaucoup plus. Et dans le cœur de Paris, on voit venir tous les jours travailler des employés, des ouvriers, des standardistes, des téléphonistes, et même des personnels employés un peu supérieurs qui habitent maintenant à Orléans, Beauvais, Rouen et qui vivent dans ces conditions-là. Je dis ici que nous vivons tous plutôt mal en région parisienne et 9 millions vraiment pas bien. Bien sûr, cela se traduit par des augmentations de salaire. Et comme la France est en croissance, nous essayons d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente un peu. Elle ne peut le faire que lentement. Et je suis plus attentif d'abord à maintenir les prix. 0,1% d'augmentation le mois dernier, nous bloquons les prix. Et à faire que du côté des loyers, que du côté de la possibilité de se loger plus près de l'endroit où on travaille, que dans les conditions de transport, on se sente plus à l'aise, moins encombré, plus en sécurité. Bref, d'améliorer la vie quotidienne par tout ce qui n'est pas seulement le pouvoir d'achat. Voilà ce qu'il faut faire. Quel est le problème? 1350 communes dont chacune fait n'importe quoi à son gré n'importe où. Et maintenant, une région parisienne très déséquilibrée, dans le nord et l'est, essentiellement des logements, des communes pauvres, à peine assez d'écoles, pas assez de crèches, de halte-garderies, de dispensaires, une desserte en transport difficile. Dans le sud, largement l'ouest, surtout des activités des bureaux, les logements ne sont pas là. On met longtemps à y aller, les communes sont riches, et il n'y a pas de logements sociaux pour autant. Je ne crois pas souhaitable, et pas possible sans doute, que l'État fasse le travail à la place des élus. C'est idiot. J'ai vu ici ou là qu'on nous en suspectait. Oui. Non seulement c'est stupide, mais ça ne marcherait pas. En plus, nous avons en 1982 proposé au Parlement, qui les a votées, 4 lois qui s'appellent les lois de décentralisation. Les élus responsables, et notamment le conseil régional, puisqu'il y a maintenant un conseil régional, mais aussi les conseils généraux, les départements, et les maires, ont reçu par la décentralisation une autorité plus grande. Il faut mettre tout cela en cohérence. Alors, beaucoup de choses, et je vais très vite. L'essentiel, c'est que nous lançons la mise en route d'un nouveau schéma d'aménagement. Ça s'appelle SDAU, SDO. Ça veut dire schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Vous verrez, tous les sigles, on l'appellera SDO et tout le monde saura ce que c'est dans 3 mois. Qui est la manière de dire où est-ce qu'on va mettre des bureaux, où est-ce qu'on va mettre des usines, où est-ce qu'on va mettre des logements, en essayant de les rapprocher. Quel système de transport on va faire passer, où seront les équipements collectifs. Mais il faudra pour cela 2 choses. Modifier les règles traditionnelles d'élaboration de ces documents pour que nous les fassions en accord entre l'État et les élus. Et j'entends jouer de la concertation. M. Krieg dit que le schéma est imprécis, bien sûr, puisque les décisions ne sont pas prises. Nous les prendrons ensemble. Et deuxièmement, donner à ce... Pour l'instant, vous n'avez reçu que M. Krieg et M. Chirac, c'est peu. Plus M. Schmoss, le président du groupe communiste, plus M. Baudin, le président du groupe socialiste, plus M. Fourcade, le rapporteur général du budget de la ville de... le rapporteur général du budget de la région, plus encore quelques autres maires. Excusez-moi, excusez-moi, votre information était un peu courte. Je veux finir d'un mot. Nous voudrons aussi, mais en accord avec les élus régionaux, donner au nouveau schéma d'aménagement de l'Île-de-France une force législative plus grande, qu'il soit opposable aux communes. Par exemple, on imagine 80 000, 100 000 mètres carrés d'activités nouvelles, bureaux, usines, dans tel endroit. L'agrément ne viendra que s'il y a des logements à côté, et des logements sociaux. Deuxièmement, il devient impossible de vivre à Paris pour une autre raison, c'est que le pouvoir d'achat est mangé par la hausse des loyers. J'ai eu du mal à me résoudre à prendre cette mesure. Je ne l'aimais pas beaucoup. Nous allons pour un an bloquer, non pas à 0, mais bloquer la vitesse de croissance des loyers. C'est scandaleux. Trop, c'est trop. Il y a 4 ans qu'ils étaient libres, tous les travaux nécessaires ont pu être faits, la plupart se sont ajustés. Quantité d'habitants de l'agglomération ont vu leur loyer augmenter de 40% en quelques années. Faisons une pause, nous bloquons au niveau des loyers de l'entourage
l'ensemble des loyers pour soulager le pouvoir d'achat. C'est quand même beaucoup plus efficace qu'autrement. Et puis nous allons compenser cela par un important programme de logements sociaux. Le détail du financement apparaîtra au budget. Le budget n'est pas encore imprimé, il n'est pas public. Les décisions sont prises. Il y aura France entière, mais Paris aura son 5e, 2,3 milliards de francs d'appoint à l'aide au logement social, ce qui va permettre de construire probablement une 50aine de milliers de logements sociaux de plus que l'année dernière sous diverses catégories. Et j'ai lancé l'inventaire des terrains disponibles dans Paris et la Petite Couronne qui appartiennent soit à l'État, soit à l'armée, enfin l'armée c'est l'État, soit à la SNCF, soit à la RATP, soit à toute institution publique qui pourrait offrir du terrain à construire. Plus une consigne donnée à tous les ministères grands employeurs, la santé pour les infirmières. Souvenez-vous des infirmières. Le malaise à vivre, on le savait, n'était pas fait que de ce qui se passait dans l'hôpital, où Dieu sait qu'il y a des problèmes. C'était aussi 40 km par jour de transport. Ça compte dans la fatigue. Les PTT, l'intérieur, construiront aussi leur logement. Voilà les mesures pour l'immédiat. Pour l'avenir, une concertation État-élu, orchestrée du côté de l'État par moi-même, du côté des élus par le Conseil régional, mais sans qu'il oublie de consulter les départements et les grands-mères. Et c'est ainsi que nous redonnerons une âme, un espoir, un avenir à cette agglomération qui reste une des plus belles villes du monde et qui peut redevenir la première capitale d'Europe, qui doit même le rester. En quelque sorte, vous appelez au consensus donc sur l'Île-de-France. Je le chercherai, attention, je le chercherai. Lorsqu'il ne sera pas possible, l'État prendra ses responsabilités. Car il faut savoir un détail de plus. À force de laisser faire n'importe quoi, se construire un peu partout, n'importe où, mais sûrement pas là où il y a des activités, nous avons des besoins de se transporter dans la région parisienne qui augmentent beaucoup plus vite qu'il n'est possible de créer des nouveaux moyens de transport. Et par conséquent, nous savons que dans une quinzaine d'années, notre belle agglomération parisienne sera complètement asphyxiée. Donc il faut des solutions et l'État y mettra la main. Je les espère dialoguer, mais qu'on sache que la détermination est totale. J'aimerais bien qu'on évoque maintenant, Monsieur le Premier ministre, l'horizon mars 1990. La grande discussion a commencé dans les rangs socialistes pour le congrès de l'année prochaine. Les contributions commencent à s'élaborer. Cet après-midi, réunion autour de Jospin. Les rocardiens se sont vus ce matin. On s'active beaucoup, et pas seulement sur les textes, mais aussi autour des leaders. Regardez ce reportage de Jean-Michel Mercurol. Je peux remarquer avant que nous partons en vacances, que tout ça c'est dans 9 mois, et qu'on pourrait bien espérer passer les vacances en paix, non? Oui, mais ça on peut regarder. Si regardons. Comment que ça se passe? Un congrès d'idées, pas un congrès de personnes. C'est ce qu'affecte de proclamer tout haut chaque socialiste, mais cela n'empêche nullement la course aux signatures engagée par chacun des poids lourds du PS, avant même parfois que leur contribution soit rédigée. Ce matin, on apprenait qu'il y aurait un texte rocardien à la rentrée, et cet après-midi, Lionel Jospin communiquait son propre projet. Unité, rassemblement du parti, entend-on dans tous les courants, et pourtant déjà les mitterrandistes s'avancent divisés en Mermaz, Fabius et autres Poprennes, tandis qu'au gouvernement, l'unité idéologique s'éparpille en courant, Jospin, Rocard ou Chevènement. Ce matin, les rocardiens s'affirmaient les meilleurs représentants de la force tranquille chère au président, et aussitôt cet après-midi, Lionel Jospin réaffirme sa droite filiation avec François Mitterrand. Bref, tous les textes se ressemblent et évitent soigneusement la polémique, seuls changent le nom de leurs signataires, au point qu'on peut se demander si le débat d'idées réclamé au PS n'a pas purement et simplement déjà cédé la place au traditionnel combat des chefs en vue des présidentielles. Alors, Monsieur le Premier ministre, combat des chefs et contribution rocardienne à l'automne? C'est pour mars 90. Des séquences comme ça, vous pourrez en donner tous les soirs pendant 9 mois, on va se lasser. Les socialistes, ce sont des démocrates, ils sont fiers de leurs idées, ils les ont plutôt riches, ils aiment en débattre, et ils vous offrent depuis 1971, depuis que François Mitterrand préside à la rénovation du socialisme en France, un spectacle absolument constant. Notre fraîcheur démocratique fait que nous savons débattre, voire nous disputer tout le temps, sauf quand il faut mener des batailles électorales et les gagner ensemble, où là, nous savons nous réunifier, obéir au même commandement et vaincre. Vous aurez une nouvelle fois ce spectacle, vous vous amuserez beaucoup longtemps, je sais que ce sera un bon congrès, mais dans 9 mois, on commence un peu tôt. Monsieur Rocard, dans le congrès, il y a la rentrée sociale, le chômage augmente de nouveau, alors faut-il s'attendre à un nouveau plan pour l'emploi à l'automne, et a-t-on encore les moyens d'un plan pour l'emploi? Monsieur, le chômage est en baisse depuis l'année dernière,
Et si ce mois-ci, il a repris quelques dixièmes de points, il n'a pas regagné tout ce que nous avions obtenu comme diminution depuis 5 mois maintenant. Nous sommes à plus de 2% de chômeurs de moins que l'année dernière. C'est un résultat dont je suis assez fier. Deuxièmement, il y aura, non pas seulement à cause de l'indice d'un mois, mais parce que je m'y suis engagé l'année dernière, un nouveau programme de lutte contre le chômage dès cet automne. C'est le 14 septembre 1988 que j'ai lancé le premier programme de lutte contre le chômage, et j'avais annoncé que chaque année, en fonction des résultats obtenus, nous continuerions. Je ne donnerai qu'un chiffre. Nous sommes à peu près sûrs maintenant d'avoir eu sur l'année 1988 250 000 emplois nouveaux créés. Nous y avons été aidés par la conjoncture économique. Elle est bonne, c'est-à-dire que la situation s'améliore un peu, mais tout de même, nous n'en serions pas là sans ce plan. J'ai appris, je sais, depuis avant-hier, que d'après les évaluations des chambres de commerce qui enregistrent les créations d'entreprises et notamment les embauches d'un premier salarié pour quiconque embauche son premier salarié, commerçant ou artisan. Une des mesures que j'ai fait prendre, que j'ai prises en septembre dernier, était l'exemption de cotisation sociale pour le premier salarié. 80 000 emplois de ce seul fait. Vous voyez donc qu'on peut se battre, que les résultats, nous continuerons à en engranger beaucoup. Le ministre du Travail, celui de la formation professionnelle, celui de l'économie et des finances sont tous au travail et en effet, je ne désespère pas, mais c'est un front difficile. Nous ne progressons que lentement. Tout de même, je n'ai pas honte des résultats obtenus. C'est déjà significatif. Mais c'est un front menaçant, c'est vrai. Michel Rocard, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions. Une dernière question, vous partez en vacances? Bien sûr, un petit peu, 10 jours. Les affaires de l'État sont un peu lourdes. Vous allez où? Ah, quand même. Que je sois tranquille là-bas, au moins. Au Conseil des ministres également ce matin, l'action extérieure de la France en matière de télévision. Alain Decaux veut une stratégie européenne pour la télévision française. Elle passe par une coopération en matière de production et par la diffusion par satellite d'images françaises, notamment des programmes d'Antenne 2. La rentrée sociale, on en parlait justement, le secrétaire général du plus puissant syndicat policier menace pour la rentrée le gouvernement d'occupation de commissariats ou de grève des contraventions si ces revendications dans ce secteur ne sont pas satisfaites. Grogne aussi des gendarmes, Emmanuel Vanier. Policiers et gendarmes en ont ras-le-képi. Revendications en matière de salaire, de conditions de travail, les motifs de la grogne sont similaires. C'est par le biais de lettres anonymes envoyées au Premier ministre et au ministre de la Défense que les gendarmes de Savoie et du Rhône ont fait part de leur colère. Surcharge de travail, plus de 70 heures par semaine, heures supplémentaires non payées, absence de vie familiale, c'est surtout le manque d'effectifs qui est mis en cause. 10 000 recrutements seraient nécessaires selon les contestataires. Autre revendication, pouvoir s'exprimer librement au sein d'associations puisque les gendarmes n'ont pas le droit de se syndiquer. Dans la police, les syndicats existent et ils élèvent également le ton. La Fédération autonome des syndicats de police réclame depuis plusieurs mois 600 francs de plus pour tous. Pour l'instant, les arbitrages budgétaires en cours ne leur laissent que peu d'espoir. Le droit de grève ne leur étant pas reconnu, les policiers envisagent donc d'autres modalités d'action, occupation des commissariats et contraventions gratuites. Chaque policier a le droit de dresser ou pas dresser une contravention. On pourra peut-être décider de faire des avertissements aux Français, en disant écoutez, là c'est gratuit en ce moment. C'est peut-être une imagination qui fera peut-être un peu réfléchir le budget. Vous savez, quand les contraventions ne rentrent plus, M. Charat va peut-être voir que la caisse est en train de fondre. L'ambition de la FASP va plus loin. Elle exige une véritable loi d'orientation de la police, une réforme globale et non des retouches partielles, que Bernard Deleplace traduit par cette expression « ras-le-bol des rustines, on veut un vélo neuf ». En France, encore en bref, une menace de grève d'un syndicat minoritaire des électroniciens de la sécurité aérienne. Les risques de perturbations dans les aéroports pour le chassé-croisé des vacances semblent limités. Eurotunnel, le consortium commande pour 6 milliards de francs de matériel, 4 milliards de plus que prévu, c'est ce que nous vous disions hier soir. La question est, qui va payer ? 72,9% de réussite au baccalauréat 89, un point de mieux que l'an dernier. Et arrestation à Fréjus d'Ahmed Othman, le malfaiteur qui s'était évadé le 16 juillet des Baumettes. L'actualité à l'étranger, Anne Poncinet. Pas de participation à un gouvernement de coalition. Un vote des députés de l'opposition polonaise qui confirme aujourd'hui le refus déjà exprimé hier par Lech Walesa. En revanche, l'opposition pourrait participer avec le Parti communiste au pouvoir à une commission parlementaire extraordinaire chargée de veiller à la bonne application du programme de réforme économique.
Dernière journée à Addis Abeba du sommet de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, désormais présidée par le chef d'État égyptien Hosni Moubarak. Une dernière journée consacrée aux questions économiques, la dette bien sûr, mais aussi le cours des matières premières. Les pays africains voudraient les vendre à un prix plus juste, c'est-à-dire plus cher. Opération de représailles de l'armée afghane à Jalalabad. 38 moudjahidines sont tués, 48 autres blessés. Une attaque en réponse à de récents tirs d'artillerie des rebelles qui avaient fait 2 morts parmi les soldats de l'armée régulière. « 750 morts, plus de 2000 disparus, bilan des ravages de la mousson au cours de ces derniers jours en Inde. C'est la région de Bombay qui est la plus touchée. Le Premier ministre Rajiv Gandhi annonce le déblocage d'une aide de 1,5 million de francs. Ils cherchaient tous leur qualificatif aujourd'hui lors de la présentation de la collection automne-hiver d'Yves Saint Laurent. Au choix, sublime, extraordinaire, merveilleux, voilà pour les mots. Tonnerre d'applaudissements pour le bruit et coup d'œil avec Marie-Josée Le Picard et Bernard Connor. À 11 h, la foule des grands jours arrivait pour la collection d'Yves Saint Laurent. Catherine Deneuve vient s'asseoir. Tout est en place. Le premier modèle entre. Une robe grise en fin lainage qui fait tonneau à l'ourlet. Tiens, une grande toque de cosaque. Souvenir de l'exposition de costumes russes organisée l'hiver passé par Saint Laurent à Paris. Sans doute. Pourtant, la collection va être très parisienne, avec une sobriété voulue dans les formes et des jupes décidément courtes. Les alliances de tons vifs, inattendues, étonnent et ravissent, osées et réussies en couleurs complémentaires. Pour le soir, lamés brillants et décolletés en orchidées. Ils ont cette saison totalement remplacé les broderies. Naturellement, le smoking de rigueur, plus dépouillé que jamais. Et naturellement, un truc en plumes. Posez-y Jean-Mer. Des jambes voilées sous un grand sweatshirt de velours noir. La mariée, chez Yves Saint Laurent, n'est jamais classique. Celle-ci crée la surprise avec sa robe aux couleurs fausses et sa couronne de blé. Voilà, il y a un quartet tiercé demain à Ivry. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 5, le 4, le 12, le 7, le 16, le 2, le 17 et le 1. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laurent Cabrol pour la météo. Christian Marimonneau viendra vous donner vers minuit les dernières informations. À demain 20 h sur Antenne 2. Excellente soirée à tous.